Dans cette courte vidéo, je vous propose d'échanger ensemble sur le choix d'un point de repère en route ou d'un point tournant avec la problématique de trouver un repère facilement identifiable en vol. Cette présentation sur le choix de repères pour faire une navigation est composée de deux chapitres. Premièrement, nous allons étudier différents points de repère en route et comment les choisir. Et deuxièmement, nous verrons rapidement la légende de la carte OACI à l'échelle 1/500 millième. Afin d'échanger sur les différents choix et la pertinence d'un point de repère en route, je vous propose d'utiliser la carte 1/500 millième OACI et de regarder les choix que nous pouvons faire. Le choix le plus courant pour un point tournant ou un point de repère est une grosse ville. Par exemple, à l'écran, la ville de Koffolins est significative, elle est grosse, on a le contour qui est dessiné et elle est jaune, et dans le cercle du point tournant qui est assez grand, on voit apparaître des repères comme par exemple des routes qui arrivent à un échangeur sur la partie ouest, une grosse rivière, une voie ferrée qui part vers le sud et une autre route qui part vers le sud-sud-est. A l'inverse, choisir un petit village, comme par exemple un petit village blanc sur la carte, n'est pas une bonne idée. En effet, il ne va pas être évident en vol de trouver ce point de repère car il n'y a rien de significatif, il n'y a que des petites routes et une petite rivière. Un autre point de repère qui est facilement identifiable et que vous pouvez utiliser, c'est les points de repère qui sont de type intersection. Par exemple, à l'écran, le pilote a choisi, en traçant un gros cercle, une intersection entre une autoroute et une voie ferrée. L'autoroute, c'est facilement identifiable, c'est une grosse route avec double voie de chaque côté, beaucoup de circulation, souvent des camions. Et puis la voie ferrée, on va la voir passer en dessous, ça va faire un pont. Il y a également, vous voyez dans le cercle, les lignes de tension qui passent au sud qui sont doubles. Si on élargit même la vision, il y a la grosse ville de Niort qui est au nord, qui va permettre d'identifier ce point de repère. Petit détail concernant les voies ferrées, vous voyez au sud, le long de la voie ferrée, il y a un seul trait. Un seul trait signifie que c'est une voie ferrée simple. S'il y avait deux traits, cela voudrait dire que c'est une voie ferrée double, donc un peu plus grosse, avec double voie. Vous avez l'exemple d'une double voie un peu à gauche à l'écran. Un mauvais choix d'intersection, ce serait par exemple l'intersection d'une ligne de tension. C'est une ligne de tension simple, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un seul poteau, elle ne va pas être évidente à trouver, et cela va compliquer le travail de navigation. Donc ce n'est pas le choix le plus judicieux comme intersection. Un autre point de repère qui peut être utile en navigation, c'est les repères isolés comme les antennes ou les pylônes. Vous voyez à l'écran, le gros cercle qui est tracé autour de ce pylône va permettre d'identifier facilement l'antenne ou le pylône qui fait, dans l'exemple, 722 pieds, c'est-à-dire qu'il est très haut, 994 pieds QNH. Vous voyez le petit carré noir avec marqué PLY qui signifie que c'est un pylône. Vous allez le voir de loin. A l'inverse, une éolienne, c'est un bon choix, mais c'est aussi un mauvais choix. Il faut savoir que le dessin de l'éolienne représente une éolienne, mais aussi souvent un groupe d'éoliennes. Il n'y a donc pas un seul dessin par éolienne. Il peut y avoir pour ce dessin peut-être 5, 6 ou 10 éoliennes. Également, lorsque vous regardez sur la carte, il y a des éoliennes un peu partout. Il y en a au nord, il y en a au sud. Il y en a également un peu à l'est, au sud-est. Du coup, on va pouvoir savoir globalement qu'on est dans l'endroit des éoliennes, mais on ne va pas savoir exactement si on est au-dessus de l'éolienne que nous avons prévue. Donc c'est pas forcément un repère très judicieux. Pour continuer sur les points de repère qui sont à la fois positifs mais avec des points négatifs, nous pouvons parler de la verticale d'un terrain. En effet, c'est judicieux d'aller vers un terrain car vous allez l'identifier facilement. Une piste en dur comme le terrain de Auch, qui est au nord de la ville, vous allez la trouver. Par contre, ça va rajouter de la charge de travail. Si vous passez proche du terrain, à une altitude qui est entre 2000 voire 2500 pieds par rapport au sol, il faut absolument contacter le terrain car vous êtes dans la circulation d'aérodrome. Donc il va falloir rajouter une charge de travail. Donc attention, passer à la verticale d'un terrain, ça peut être facile lorsque c'est un gros terrain qui est facilement identifiable, mais ça rajoute du travail. Par contre, pour continuer sur les terrains, choisir une piste en herbe, ce n'est pas un bon choix. Définitivement. Une piste en herbe au milieu des champs, c'est difficile à identifier, donc ça va vous demander beaucoup de concentration, en plus du contact radio pour vous annoncer dans la circulation d'aérodrome. Ce n'est pas un choix adapté pour un point de repère en route, sauf si vous n'avez pas d'autres possibilités. Sans nécessairement les utiliser comme des points de repère, j'aimerais m'arrêter quelques secondes sur les rivières ou les petits ruisseaux.
La Vilaine à l'écran, qui est dessinée assez large, est une grosse rivière qui va être facilement identifiable. Donc vous pouvez tout à fait imaginer la retrouver durant votre vol. Par contre, à l'inverse, un petit trait bleu isolé, ça va être très difficile de le voir dans la pratique car c'est souvent un petit ruisseau dans le fond d'une vallée qui est caché par les arbres et on ne le voit pas toujours. Avec l'habitude, vous prendrez le coup d'œil et vous le retrouverez certainement, mais soyez conscient que c'est pas évident à trouver. Donc utilisez uniquement les grosses rivières. Je vous propose maintenant de parler de la légende de la carte IGN-OACI à l'échelle 500 millième, mais bien évidemment, vous pouvez être amené à consulter la légende d'une autre carte, comme les cartes 1/250 millième ou même les cartes 1 millionième. Ce sera en fonction de la carte que vous avez décidé d'utiliser pour la navigation. Si on regarde de plus près la légende de la carte OACI IGN, on y trouve plein d'informations pertinentes. Par exemple, les hauteurs de survol, qui vont être de 1000 jusqu'à 6500 pieds en fonction du survol d'un parc, d'une réserve naturelle, des agglomérations, ça va être en fonction de la dimension, c'est codifié par un code couleur. On y retrouve également les obstacles. On y voit si les obstacles sont balisés de nuit, si c'est des éoliennes, on l'a vu tout à l'heure, des lignes électriques, qu'est-ce qu'un câble avec la traversée d'une vallée. On va y voir des fonds cartographiques avec toutes les définitions de ces petits détails comme un échangeur d'autoroute par exemple, une aire de service ou même un péage. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont cartographiées avec un code particulier, les routes en construction, les chemins de fer dans le tunnel, combien est-ce qu'il y a de voies sur un chemin de fer, les limites d'état, un canal, s'il est navigable, s'il est non navigable, des feux maritimes, la végétation, bref, toutes ces informations qui sont pertinentes pour réussir à comprendre la légende de la carte. Vous allez aussi y trouver en fonction des aérodromes un code différent, en fonction qu'il y ait une piste en dur, si c'est simplement une bande, c'est-à-dire une piste en herbe, une hélistation, le cône sur les aérodromes où il y a une activité IFR sans zone CTR, qu'est-ce qui est écrit sur les informations d'un aérodrome, vous voyez l'altitude en pied, la fréquence, ça nous donne aussi la longueur de la piste la plus longue, les moyens de radionavigation, vous y trouvez plein d'informations également sur les zones prohibitives, les zones interdites, les zones réglementées, dangereuses, les ATZ, les RMZ, TMZ, les zones basse altitude, réseau TBA, les activités diverses, ici il y a de la voltige, le parachutage, des ballons, des activités planeurs, des vélisurfaces, plein d'informations qui vont vous permettre de tracer votre navigation avec aussi les limites de zone. Et puis les itinéraires VFR, ça peut être important de savoir s'il y a des itinéraires obligatoires qui sont recommandés, les points de compte rendu également associés, ça va vous permettre d'aider à tracer votre navigation. C'est la fin de ce cours sur les repères en navigation. Je vous souhaite de très beaux tracés et également de très belles navigations.